au patriotisme populaire et disputer sans complexe aux fascistes sur nos bases de classe le drapeau de la souveraineté nationale. Il faut lier l'engagement pour l'indépendance nationale à la lutte pour le socialisme. Comme on le sait, Dimitrov insiste sur la nécessité pour les partis communistes d'être à la tête de l'indépendance de leurs patries respectives. Face aux dangers de guerre impérialiste mondialisée, le 7e congrès nous a appris non pas à dénoncer abstraitement l'impérialisme, mais à pointer à chaque époque l'ennemi principal des peuples. Hier, le 7e congrès invitait les communistes non pas à renvoyer dos à dos l'Allemagne nazie et ses rivaux, France, Angleterre, USA, mais à cibler prioritairement l'hitlérisme allié à Mussolini et au militarisme japonais. Et la défaite de Hitler en 1945 a abouti à l'extension sans précédent du camp socialiste mondial, ce qui démontre l'inanité des trotskistes reprochant au 7e congrès d'avoir enterré la lutte pour le socialisme au nom de l'antifascisme. Aujourd'hui, il serait simpliste et erroné de renvoyer dos à dos, comme le font pourtant, à l'égal des trotskistes, certains partis communistes, les pays composant les BRICS, et d'autre part, l'hégémonisme euro-atlantique, cet ennemi numéro 1 des peuples, y compris des peuples ouest-européens et nord-américains. Depuis 1945, l'impérialisme états-unien, accompagné de ses vassaux anglo-saxons européens, sud-coréens et japonais, est tenté pour maintenir la domination mondiale menacée du dollar et surtout pour éviter d'être supplanté par la Chine et dirigé par le Parti communiste chinois, de jouer son tout pour le tout dans une troisième guerre mondiale potentiellement exterminatrice. Et cet hégémonisme planétaire est d'autant plus dangereux qu'il est sur le déclin et qu'il joue avec la survie même de l'humanité. Il prend appui sur les forces les plus réactionnaires de la planète, des néo-nazis kéviens aux ultrasionistes en passant par les djihadistes en Syrie. Et comment ne pas constater que dans les 5 États composant le noyau initial des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les traditions et l'héritage prolétarien et communiste sont forts ou ne demandent qu'à revivre. Si bien qu'une victoire mondiale de la multipolarité portée par les BRICS ne manquerait pas de relancer l'affrontement capital-travail et capital-socialisme à l'échelle du monde. D'autre part, la lutte pour la multipolarité encourage tous les pays dominés ou marginalisés du monde à réaffirmer leur souveraineté nationale contre l'hégémonisme dominant. On le voit des pays de l'ALBA, comme ici au Venezuela, ou dans les pays du Sahel, ce qui est très positif. La défaite de l'empire euro-atlantique ouvrirait une brèche énorme au flanc du capitalisme, tout comme la défaite de l'hitlérisme a ouvert en 1945 une brèche énorme qui a permis de créer le camp socialiste européen et d'ouvrir la voie aux révolutions socialistes et anti-impérialistes de Chine, du Vietnam, de Cuba et en Afrique. Bien des progressistes confondent hélas fascisme et fascisation. C'est pourquoi il ne faut pas crier au fascisme achevé devant toute mesure de durcissement policier de la démocratie bourgeoise, car cela ne ferait que banaliser le fascisme proprement dit et qu'affaiblir la vigilance des travailleurs. Mais le fait que les pays de l'Union européenne ne sont pas pour le moment des fascismes achevés, il ne faut pas nier non plus le processus de fascisation de plus en plus clair des démocraties bourgeoises. Celles-ci sont confrontées à une rupture de consentement politique de la part des classes populaires, notamment à un refus de la construction européenne, du soutien à l'OTAN, de l'acceptation du capitalisme et du suivisme à l'égard du génocide palestinien. Ces démocraties formelles se durcissent de plus en plus, cultivent l'anticommunisme d'État, flirtent avec l'extrême droite raciste et s'allient au mouvement bandériste néo-nazi ou néo-mussolinien, désignent comme bouc émissaire de la crise sociale telle ou telle partie de la population, et notamment de nos jours les musulmans. Comme Dimitrov l'avait observé, ces conditions créent de plus en plus les conditions du fascisme, c'est-à-dire de la liquidation de la démocratie bourgeoise et de la violence débridée à l'encontre des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, même si les formes de fascisation ont changé entre les années 30 et aujourd'hui, il faut toujours combattre la marche au fascisme, associer ce combat à la défense des intérêts populaires, au refus des guerres impérialistes
à la défense de la souveraineté des nations, sans pour autant cesser d'affronter directement l'extrême droite proprement dite. Bref, comme l'avait justement exprimé Dimitrov, si un petit peu d'antifascisme éloigne de la dictature du prolétariat, beaucoup d'antifascisme correctement ciblé nous en rapproche. Pour conclure, la ligne de principe dessinée par le 7e congrès nous incite plus que jamais à refuser à la fois le solo funèbre de la classe ouvrière et l'union sans contenu derrière telle ou telle force bourgeoise, petite bourgeoise ou nationaliste. En défendant cette orientation à la fois rigoureuse et fédératrice, Dimitrov a pleinement déployé le léninisme. Car pour Lénine, le parti doit unir derrière lui toutes les forces du changement social, étant donné que seule la classe ouvrière est à même de regrouper autour d'elle en un vaste front, c'est-à-dire l'ensemble des combats pour l'émancipation. De nos jours, où le capitalisme devenu exterministe conduit l'humanité à la mort ou à la barbarie, les communistes ont donc la plus haute responsabilité, celle de porter de façon conséquente, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale du communisme, le combat pour la vie. C'est ce qu'avait saisi Fidel quand, dénonçant Gorbatchev et sa politique d'abandon du socialisme au prétexte de paix universelle, le dirigeant cubain portait le mot d'ordre « Patria o muerte, socialismo o morir, venceremos ».